Bon, je vous propose qu'on commence. Il est l'heure, on en aura sans doute qui vont encore nous rejoindre en cours de route. Mais déjà, d'abord, je voulais vous remercier d'assister à ce webinaire donc, qui est consacré aujourd'hui aux consommateurs. Et puis, avant de vous expliquer les quelques consignes à respecter pour que ça se passe au mieux, je voudrais d'abord nous présenter. Donc, Lucie, ma Bonjour. collègue que vous voyez en vidéo, qui est consultante expérimentée chez Acemis, et moi, donc François Adam, qui avons travaillé avec toute une équipe chez Acemis pour développer notre compréhension et notre offre sur les consommateurs. Vous dire aussi qu'en coulisses, il y aura Catherine Lamblin, qui est senior manager chez nous aussi, et qui va s'occuper des potentiels problèmes techniques qu'il pourrait y avoir avec ce webinaire. Et donc, si vous avez un problème, n'hésitez pas à vous adresser à elle. Son adresse étant clamblin@acemis.eu, ou vous pouvez aussi la contacter via le fil de discussion que vous trouvez juste à droite de votre écran en cliquant sur la petite icône conversation dans Teams. C'est aussi elle qui, en fin de séance, modérera les différentes questions que vous pourrez nous poser. Au niveau technique, juste vous rappeler que le webinaire est interactif. Et donc, on utilisera un outil qu'on appelle Bcast, qui est très facile d'utilisation, mais qui nécessite que vous ayez à portée de main votre smartphone. Donc, voilà, ne le mettez pas trop loin de vous. Et puis alors, comme je viens de le dire, donc, si vous pouviez couper le micro pour qu'on évite les différents bruits de fond. Voilà, alors juste pour terminer sur cette petite introduction, simplement vous situer le fait que ça va durer plus ou moins une demi-heure de présentation et puis un quart d'heure qu'on consacrera à des questions et réponses. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, c'est essayer de vous donner une série de clés pour mieux comprendre le phénomène des consommateurs, partager nos convictions, discuter comment, à partir de l'expérience client, les entreprises peuvent éviter les risques qui sont liés aux consommateurs, mais aussi et surtout tirer parti des opportunités qu'ils engendrent. Alors, on a lu, et on lit toujours d'ailleurs beaucoup de choses pendant cette crise sur le comportement des consommateurs. J'imagine que c'est le cas pour vous aussi. Les attentes des clients évoluent. On sait qu'ils ont plus d'exigences par rapport aux aspects sanitaires, bien évidemment, mais aussi par rapport au digital. Et le fait d'avoir des parcours digitaux de bout en bout. Et aussi le fait d'être sans doute de plus en plus attiré par les produits locaux et des produits qui sont sans doute meilleurs pour leur santé. Mais par rapport à la question de la consommation proprement dite, c'est difficile, en tout cas on le pense à ce stade-ci, de conclure de manière certaine par rapport au fait que ça va s'amplifier ou pas. Est-ce que ça va se renforcer dans les années qui viennent, ou est-ce que ça va rester comme c'était? C'est assez difficile à dire. Ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'il y a quand même toute une série de comportements qui ont l'air d'indiquer que ça va se renforcer. Maintenant, ce que nous, on pense, c'est qu'il est assez probable qu'on ait un renforcement du comportement consommateur chez ceux qui sont déjà consommateurs, un renforcement et un approfondissement, aussi un élargissement de la palette de leur comportement qui va dans ce sens-là. Et donc, on pense qu'on n'aura pas forcément plus de consommateurs dans les mois à venir, sans doute, mais ce n'est pas certain. Par contre, les consommateurs vont être encore plus actifs et plus exigeants. Et donc, si cette tendance, elle existe depuis déjà maintenant de nombreuses années, on pense que le sujet est devenu vraiment d'une actualité brûlante avec la crise. Et donc, il nous semble assez important de s'en saisir rapidement et de s'en saisir réellement, parce que c'est vraiment plus un sujet à la marge. À toi, Lucie. Oui, merci François. Comme François l'a dit, effectivement, on n'est pas encore capable aujourd'hui de dire si les consommateurs seront plus nombreux après le coronavirus. En revanche, on voulait vous présenter quelques chiffres qui montrent que c'était déjà une tendance importante avant la crise. Donc, on a une étude de l'Observatoire de Harris Interactive pour l'Observatoire CTDM qui dit que donc 60% des Français affirment renoncer fréquemment à des produits qu'ils avaient l'habitude d'acheter car ils ne les considèrent pas comme suffisamment responsables.
80% des millennials se soucient davantage de l'impact de la marque sur la société que du produit ou du service. Donc, c'est d'après Accenture, une étude d'Accenture. Un Français sur deux juge que les informations disponibles sur les produits alimentaires ne sont pas fiables. Et enfin, les recherches sur les termes zéro déchet et upcycling, c'est-à-dire le fait de réparer des objets anciens, ont été multipliées par 10 en 10 ans. Alors pour avancer dans le webinaire, on vous propose une séance en 5 temps. D'abord, s'arrêter un instant pour essayer de cerner ce qu'on met derrière le mot consommateur, parce que vous verrez que ça peut recouvrir des réalités parfois un peu différentes. On vous présentera ensuite différents profils qu'on a identifiés, et puis on zoomera en détail sur l'un d'entre eux qu'on vous laissera choisir. Dans la troisième partie, on discutera des attentes, des grandes attentes, on en a identifié 5 chez les consommateurs. On verra ensuite, à l'aide de toute une série d'exemples, comment les entreprises répondent aujourd'hui aux consommateurs et à leurs attentes. Et puis, la dernière partie, on abordera la question des risques et des opportunités qui sont liées à la consommation. Et donc, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on démarre tout de suite. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions en cours de présentation, de les poser via le fil de discussion, donc que vous pourrez accéder en cliquant sur la petite icône qui ressemble à un SMS là, en bas dans Teams. Alors tout d'abord, la question, qu'est-ce qu'un consommateur pour vous? Vous savez que le terme existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années, voire plus, et il a pu s'accompagner de connotations diverses. Donc on voulait, avant d'aller plus loin, voilà, vous demander ce que vous en pensez. Vous, quel terme vous associez au mot consommateur? Donc pour ce faire, on vous donne rendez-vous dans l'outil Bicast. Franchement, quand j'ai vu qu'il y avait Céline, je me suis dit, je vais pas la voir tout de suite. Et finalement, Ouais, elle a un micro tout de suite, mais après, c'est endormi. Il y a des micros qui sont ouverts et c'est assez, Catherine, tu pourrais... elle a 10. c'est assez dérangeant. Est-ce que Catherine, tu pourrais mettre le micro, s'il te plaît? Voilà, donc je vous invite à prendre le Bicast, prendre votre smartphone, ouvrir le navigateur internet de vos smartphones et d'aller taper Bicast Live. Et quand vous arrivez sur Bicast, de mettre le code CONSO19. Et vous devriez arriver du coup sur, dans l'univers qui vous permettra de répondre au sondage qu'on vous propose sur les consommateurs. On va vous laisser allez, 30 secondes, 1 minute, le temps de faire la manip. Si vous avez des problèmes. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à les signaler donc, à Catherine qui vous suit dans le fil de discussion et qui pourra répondre à vos sollicitations. Lucie, tu peux peut-être afficher le... Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a pu... Parce que du coup, il faut que je quitte le mode d'emploi entre guillemets. Je vais... Donc quand vous voulez, enfin quand tu veux François, je lance l'activité. Tu peux lancer. Alors donc la question c'est qu'est-ce qu'un consommateur pour vous? Et donc vous pouvez répondre en mettant un ou plusieurs mots, mais c'est l'idée de créer ensemble un nuage de mots pour cerner voilà, les connotations que chacun peut mettre derrière le terme et voir un peu s'il y a des tendances qui ressortent, s'il y a voilà, une définition qui serait partagée chez tout le monde, ou en tout cas un mot. Et bien sûr, vous pouvez en mettre plusieurs, s'il y a plusieurs... Oui, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et vous pouvez mettre plusieurs fois le même mot, si vous le trouvez particulièrement important. Ah, donc on voit que ça répond. Si vous n'y arrivez pas, faites signe donc à Catherine dans le fil de discussion.
Et alors, dans 30 secondes, on arrête l'activité. Donc, voilà, On ceux voit qui qu'en tout veulent cas, il y encore a réagir, Mhm. c'est le moment. Il y a une notion de responsable qui revient déjà. C'était déjà ressorti lors de notre premier webinaire. La notion d'exigence. Et qui se pose des questions, Mhm. qui réfléchit. Le côté citoyen, éthique, Mhm. le côté partage, réseaux sociaux. Ok, je vous propose qu'on s'arrête là. Je crois que responsable et exigeant sont deux mots qui ressortent pas mal. On voit transparence aussi. C'est très bien, ça nous donnera l'occasion d'y revenir. Lucie, est-ce qu'on peut repasser Oui. du coup J'arrête l'activité. sur la présentation? Merci à tous ceux qui ont participé. On va laisser Lucie nous donner la définition qu'on a retenue chez Assemis et vous verrez qu'on est assez proche de tout ce qui s'est exprimé là. Tout à fait. Vas-y. Alors donc effectivement, on voulait revenir sur la définition que nous, on a choisie pour le consommateur. On est vraiment revenu à la base à une définition assez large. Donc tout simplement, on a commencé par dire c'est un client qui redevient acteur de sa consommation. Comment est-ce qu'il redevient acteur de sa consommation? Il réinvestit ses actes d'achat. Et comment est-ce qu'il réinvestit ses actes d'achat? Et il y ajoute des préoccupations sociales, environnementales ou encore relatives à la santé. Et il y accorde plus de temps, de sens et de réflexion. Alors effectivement, la notion consommateur recouvre des profils très différents. Il n'y a pas finalement un consommateur, mais des consommateurs. Et d'ailleurs, le consommateur d'une marque ne sera pas forcément le consommateur d'une autre marque. Par exemple, on peut faire très attention à sa santé, acheter uniquement des produits biologiques, mais ne pas être très sensible à l'écologie et avoir une grosse voiture ou voyager beaucoup en avion. Donc on a un peu cherché à savoir en quoi les consommateurs pouvaient varier, et donc on a trouvé pour nous deux variables, deux registres sur lesquels ils diffèrent. Il y a tout d'abord l'intensité de l'engagement. Donc tout en bas, les consommateurs faiblement engagés vont par exemple prendre en compte occasionnellement des critères spécifiques dans leur choix de consommation. Ça va être deux produits globalement équivalents, on va choisir celui qui a le petit label EcoCert par exemple. Tout en haut de l'intensité de l'engagement, on a les consommateurs pour qui c'est un véritable mode de vie. À ce moment-là, si on reprend l'exemple des produits alimentaires, ils vont acheter uniquement bio, local, et voire même ils vont s'engager et chercher à développer ces réseaux. On a mis une petite limite en dessous de laquelle en fait, un client n'est pas considéré comme consommateur, c'est-à-dire s'il est vraiment très faiblement engagé. La deuxième variable pour nous, c'est le périmètre de l'action, c'est-à-dire sur quoi le consommateur va faire porter son action. Alors, en gros, c'est par exemple, est-ce qu'il va restreindre son action à lui-même et son cercle proche uniquement, ou est-ce qu'il va vouloir, à l'inverse, pour le périmètre d'action le plus étendu, vouloir agir sur le monde entier. Donc on voit bien avec ces deux variables en quoi les consommateurs peuvent être potentiellement très différents entre celui qui par exemple va être à la fois très engagé et avoir un périmètre d'action très étendu et celui qui à l'inverse va être faiblement engagé et va avoir un périmètre d'action très restreint. Pour matérialiser cette diversité, on a créé 5 personas. Donc Greta, la militante qui veut changer le monde. Vincent, l'impliqué qui veut reprendre le contrôle de sa consommation et aider les autres à le faire. Catherine, l'inquiète qui veut savoir ce qu'elle mange et ce qu'elle met sur sa peau et celle de sa famille. Julie, la néophyte qui veut consommer mieux mais pas changer ses habitudes. Et enfin Walid, le conscient qui veut garder la maîtrise et préserver son indépendance sur Internet. En les repositionnant sur les deux axes, on voit bien qu'ils sont assez variés en termes d'intensité d'engagement comme de périmètre d'action. Ce qu'on va vous proposer, donc, c'est de reprendre votre portable
et de voter pour le persona que vous souhaitez découvrir plus en détail, sachant que la dernière fois, on avait vu Catherine, donc elle ne sera pas proposée au vote cette fois-ci. Donc à nouveau, si vous retournez dans le Bicast, vous devriez voir arriver une deuxième activité qui vous permettra de choisir l'un ou l'autre de nos personas. Et alors, nous vous la présenterons un peu plus en détail. Nous vous expliquerons en quoi ça sert de définir ce genre de persona. On va laisser donc quelques instants pour répondre. Est-ce que l'activité est bien lancée Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Voilà, je pense qu'on peut clôturer. Ah. Voilà. Donc, égalité entre Vincent et Julie. Alors, je vous propose qu'on prenne Julie. Qu'on prenne Vincent, pardon. Parce que Julie, justement, est vraiment un peu trop à la frontière et c'est pas avec elle qu'on va apprendre le plus, je pense. Ce sera donc Vincent. Alors effectivement, comme disait François, on a construit des fiches persona comme dans le but de faire ce que font les personas d'habitude, à savoir humaniser les profils et rendre plus facile la réflexion autour de la réponse à leurs attentes. Quand on se dit, voilà, est-ce que ça répond aux attentes de Vincent, c'est plus facile que de se dire, est-ce que ça répond aux attentes de la personne qui est assez engagée, un périmètre assez étendu et est particulièrement sensible à l'écologie. Donc, comme vous le voyez, c'est une fiche persona qui est relativement classique, à ceci près qu'on a inclus donc en bas à gauche le cadran. Donc là, on voit bien que Vincent est plutôt intensément engagé et un périmètre d'action assez étendu, puisqu'effectivement, il veut non seulement reprendre le contrôle de sa consommation, mais également aider les autres à le faire. On a également inclus quelques paramètres qui sont entre guillemets spécifiques consommateurs, comme l'écologie, le caractère local ou encore l'indépendance. Et bien sûr, vous retrouverez cette fiche dans le support qu'on vous enverra à la fin. Alors, je prends le relais. Donc, on l'a vu, il y avait 5 personas. L'idée aussi, l'intérêt, c'est d'avoir une variété de personas. Malheureusement, on ne sait pas vous les présenter tous. On a identifié aussi, chez l'ensemble des consommateurs, 5 grandes catégories d'attentes. L'attente numéro 1 étant de savoir, c'est la plus évidente, le consommateur veut pouvoir se dire « je veux savoir ce que je consomme ». La deuxième étant « je veux limiter mon impact » ou idéalement avoir un impact positif par rapport à l'écologie, l'environnement, la justice sociale, la santé, etc. La troisième étant « je veux faire partie d'une communauté qui partage mes valeurs et m'aide à progresser ». La quatrième, je veux que mes efforts soient mesurables et reconnus. Et la cinquième, je veux que les entreprises ou les organisations s'engagent. Je vais vous les présenter un peu plus en détail. Si j'arrive à faire avancer les slides. Voilà. Vous verrez, on a chaque fois formulé les attentes sur le même modèle avec ce qu'on appelle un insight, qui est une technique d'écriture qui nous permet d'aller chercher à la fois l'attente, la motivation et la frustration des consommateurs. Donc, l'attente, c'est le « je veux », la motivation, c'est le « parce que », et puis la frustration, c'est le « mais ». Donc ici, je veux savoir ce que je consomme parce que ma motivation première, je me rends compte que de nombreux produits que j'achète sont en fait mauvais pour ma santé ou l'environnement, mais malheureusement, je ne sais pas où trouver des informations fiables ni comment les décrypter. Alors ces attentes, on a chaque fois essayé aussi de les situer par rapport à une série d'études et de statistiques pour bien vous montrer que ce n'est pas des attentes qui sont marginales au niveau de la société, mais qu'à l'inverse, elles sont largement ancrées. Et quand on voit les chiffres ici, par exemple, 86% des Français qui ont le sentiment que les produits du quotidien sont dangereux pour leur santé, on voit que non seulement c'est pas marginal, mais c'est même un chiffre très très élevé. On voit des applications comme Yuka, par exemple, qui est une application qui permet de comprendre en scannant un produit, la composition de ce produit et voir dans quelle mesure le produit est plus ou moins nocif ou pas
est composé d'ingrédients plus ou moins mauvais pour la santé, Yuka comptabilise 17 millions de téléchargements, 2 millions de scans par jour. Donc ça devient des dispositifs qui sont tout à fait généralisés chez certains consommateurs. Voilà, je ne vous ferai pas tous les exemples parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps, et sachant qu'on a en plus 5 attentes, vous aurez les slides et donc vous pourrez les parcourir à tête reposée. La deuxième attente, donc je veux limiter mon impact, avoir un impact positif si possible, parce que, motivation première, j'ai vraiment conscience que ma consommation a un impact sur l'environnement et la société. Et là, potentiellement, deux types de frustration. Le premier, c'est que je suis constamment influencé à consommer toujours plus. Et la deuxième frustration, c'est que je peine à trouver des alternatives concrètes. Ce qu'on voit, donc cette volonté de limiter l'impact, on voit que le CA, le chiffre d'affaires du bio, a doublé entre 2012 et 2017, par exemple. On voit que les marques durables chez Unilever ont cru 50% de plus que les autres. On voit aussi que 80% des Français, donc à nouveau le chiffre il est quand même important, ont changé au moins certaines de leurs pratiques quotidiennes pour réduire l'impact de leur consommation. Voilà, on pense aussi que, enfin on ne pense pas, on voit que 60% des Français renoncent fréquemment à des produits qu'ils avaient l'habitude d'acheter parce qu'ils ne les considèrent pas comme suffisamment responsables. Donc à nouveau, une attente qui est assez ancrée et qui est largement partagée au niveau des consommateurs. Troisième grande attente, c'est je veux faire partie d'une communauté qui partage mes valeurs et m'aide à progresser. La motivation derrière ça, c'est que le consommateur a envie d'échanger, a envie d'apprendre, et certains qui sont les plus à droite sur l'échelle que Lucie vous a présenté tout à l'heure, en termes de périmètre d'engagement, certains veulent faire partie d'une cause, ont vraiment une dynamique presque de militantisme, et donc faire partie d'une communauté est important pour eux. Mais malheureusement aujourd'hui, frustration, rarement la possibilité de s'associer à une communauté en accord avec leurs valeurs par le biais des entreprises. Ce qu'on voit par exemple, c'est entre 2003 et 2019, le nombre d'adhérents à Greenpeace a été multiplié par 3. En 2 ans et demi après son lancement, une appli de cuisine responsable et collaborative qui s'appelle Étiquetable a totalisé plus de 100 000 téléchargements. Les Repair Café, par exemple, leur nombre a été multiplié par 2 depuis 2016. Voilà, toute une série de chiffres qui montrent à nouveau que cette tendance est effectivement en train de s'ancrer de plus en plus. Quatrième grande attente, c'est je veux que mes efforts soient mesurables et reconnus, parce que j'ai besoin de savoir que mes efforts produisent des effets positifs. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas où je me situe. La plupart, enfin pas la plupart, mais une série de consommateurs sont dans une démarche d'apprentissage et de transformation, et ça leur coûte des efforts. Et donc, ils ont besoin aussi de se rendre compte que leurs efforts sont porteurs de fruits et que ce n'est pas une goutte d'eau dans l'océan. Donc, on voit par exemple une série de défis qui peuvent être lancés par les entreprises, typiquement des défis environnementaux. On voit qu'on peut commencer à partager ces résultats sur les réseaux sociaux avec le hashtag, par exemple, Trash Tax Challenge, qui consiste à aller nettoyer des endroits pollués. Ça a été produit plus de 300 000 fois en un mois. Des applications qui proposent aux utilisateurs d'aider à changer leurs habitudes et à mesurer l'impact des changements que l'application propose. On voit en France, c'est 665 000 personnes qui la téléchargent. Voilà, à nouveau, des succès assez importants pour ces communautés. Hop là, pardon, j'ai été un cran trop loin. Voilà, pardon. Donc la cinquième, je veux que les entreprises, organisations s'engagent parce que ce sont elles qui polluent le plus et peuvent avoir le plus d'impact. Mais aujourd'hui, malheureusement, peu d'entreprises me paraissent sincères, authentiques et cohérentes sur toute la ligne par rapport à leurs engagements. Alors là, on voit que c'est une attente très forte. 90% des consommateurs attendent des marques qu'elles s'engagent et qu'elles les aident à mieux consommer. On voit que les citoyens considèrent que c'est l'État et les entreprises qui arrivent en tête des acteurs qui sont considérés comme très importants pour agir en faveur du développement durable. Et on voit aussi qu'il y a une tendance sans doute qui est davantage présente chez les millennials, qui eux, à 80%, se soucient davantage de l'impact de la marque que du service ou du produit qu'ils vont aller consommer chez elles. Voilà.
Alors, à nouveau, en regard de ces attentes, on a travaillé les réponses que les entreprises donnent pour satisfaire les attentes des consommateurs. Malheureusement, il y a beaucoup de matières et donc on n'aura pas le temps de vous les présenter toutes. Donc, comme tout à l'heure, on vous propose de faire un petit exercice d'ambicast pour choisir quelle attente vous souhaitez qu'on approfondisse et qu'on présente, pour laquelle vous souhaitez qu'on présente les solutions proposées par les entreprises. Et les Donc, votes sont ouverts. Voilà, les votes sont ouverts. On se croirait à l'Eurovision, en fait. Et donc, de la même manière que, comme on avait vu Catherine, on ne l'a pas reproposé cette fois-ci, on avait vu la dernière fois, je veux que les organisations s'engagent. Donc, cette fois-ci, on propose les 4 autres attentes. Voilà, on va encore se laisser 30 secondes. Oui, il y a un timer, il reste à peu près 25 secondes. Ah voilà, j'avais pas vu le timer. Autant pour moi. Voilà, on arrive au bout. Et alors, suspense, résultat, c'est à nouveau égalité. Égalité. Alors là, pour le coup, Hmm. Lucie, je te laisse choisir parce que je suis pas sûr qu'il y en ait une qui soit plus instructive que l'autre. Non. Donc voilà, c'est toi qui choisis. J'avoue que je ne sais pas tellement. Peut-être qu'on peut voir la deuxième dans la mesure où la première parle notamment de choses, il me semble, Dont on a parlé avec Yuka et ce genre de choses. un Ouais. petit peu. Il n'y a pas que ça, mais effectivement, il y a au moins cette partie-là. Désolée pour les premiers. On va partir du coup sur celle-ci. Donc, la deuxième. Alors, donc, l'attente, effectivement, je veux limiter mon impact, avoir un impact positif. Donc, on a repéré, disons, des réponses que les entreprises peuvent proposer à cette attente et on les a classées en plusieurs catégories, enfin plusieurs façons, en fait, de répondre à cette attente-là. La première, c'est tout simplement de réduire l'impact négatif, qu'il soit social ou environnemental, des produits existants, des produits tels qu'ils sont vendus. Donc, on va avoir des choses comme effectivement Carrefour qui a retiré les emballages plastiques des bananes. Ils avaient eu beaucoup de communication plutôt négative autour de ça. On peut changer ses approvisionnements en matières premières comme Barilla qui donc a augmenté ses achats de blé durable. Donc, il va y avoir tout ce qui est autour effectivement des matières premières ou des emballages. Hermès qui donc a développé la collection Petit H issue exclusivement du recyclage. Et donc la Camif qui propose une sélection de produits réparables 10 ans avec la garantie que les pièces détachées seront disponibles. Donc ça, c'est on propose des produits dont on réduit l'impact négatif. La deuxième façon dont on peut répondre à cette attente, c'est d'aider ses clients à réduire leur impact négatif. Donc effectivement, on va avoir pas mal de choses autour, pardon, j'ai perdu le mot, mais les courses en vrac, hein, ce genre de choses. Donc avec par exemple Auchan qui va offrir des sacs en tissu réutilisables, Marks & Spencer qui va récompenser le client qui vient avec son propre Tupperware. Donc ça, c'est plus pour le vrac. On a des marques qui vont plutôt se concentrer sur aider le client à réparer ses vêtements, donc comme Leroy Merlin qui propose des repairs café, Patagonia qui propose d'aider à réparer et même à revendre. Et voilà, là on a encore d'autres exemples autour de l'achat en vrac, donc avec des contenants réutilisables, avec Exki ou encore Sephora et Nocibé. La troisième façon dont on peut répondre à cette attente, c'est donc de proposer au client d'avoir un impact positif en achetant, en consommant. Donc on a évidemment les exemples classiques comme Ecosia hein, qui propose de planter des arbres en réalisant les recherches sur son moteur. Il y a Fagwo qui qui plante un arbre à chaque paire de chaussures achetées.
Donc ça, c'est plutôt, voilà, on achète le produit, ça entraîne directement une action de la part de la marque. Il y a d'autres entreprises comme Lemonade ou Lilo qui proposent de reverser une partie de leurs bénéfices. Les deux proposent aux clients de choisir, de voter pour choisir quelles peuvent être les structures qui en bénéficient. Il y a celles qui, par nature, entre guillemets, ont une mission de réduction de l'impact négatif avec Too Good To Go, qui propose de récupérer les invendus des commerces d'alimentation. Et après, on a les marques qui proposent des opérations entre guillemets périphériques, comme Cézanne qui vend les produits issus des retours et donc reverse ses bénéfices à des actions en faveur de l'accès à l'éducation. Voilà, merci Lucie. Une dimension que je voulais souligner par rapport à ce que Lucie vient de montrer, c'est aussi la diversité des entreprises. On n'est pas que dans l'alimentaire où on a par exemple ici des entreprises d'assurance, on a des entreprises qui sont dans la distribution, on a des entreprises qui sont dans le web, etc. Donc il y a moyen, peu importe le secteur à la limite dans lequel on est présent, de répondre aux attentes des consommateurs. Et donc, la chose à comprendre, c'est que parce qu'ils intègrent dans leurs actes d'achat et de consommation des préoccupations, voire même des exigences parfois, qui vont bien au-delà du produit et service lui-même, ils engendrent pour les entreprises des enjeux spécifiques. Ah, par contre, je n'arrive plus à faire aller la présentation. Ah. Hop, et voilà, elle est partie. Donc, ils sont déjà plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Cette exigence qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes, ils font beaucoup d'efforts pour la maintenir à leur niveau d'exigence, et donc ils en attendent aussi plus des autres, et des entreprises et des marques en particulier. Concrètement, vis-à-vis des entreprises, les consommateurs veulent pouvoir se dire: je sais que l'entreprise auprès de laquelle je suis client est consciente de ses responsabilités par rapport à l'environnement, la société, l'économie, et qu'elle agit en conséquence. C'est ce qu'on met, nous, derrière l'exigence de responsabilité. On l'a vu, c'est aussi un des mots-clés que vous mettiez en premier lieu en démarrage de ce webinaire. C'est tout à fait central chez les consommateurs, beaucoup plus que chez les autres consommateurs normaux, on va dire. Deuxième grande exigence, je sais que l'entreprise adopte une démarche sincère, complète et cohérente par rapport à son engagement pour l'environnement, la société ou l'économie, et qu'elle ne fait pas de greenwashing. Donc l'impact des actions vertueuses qu'elle met en avant est réel au regard de son impact global. Elle n'est pas en train de faire toute une pub autour d'une action qui est finalement tout à fait anecdotique par rapport à ce qu'elle pourrait faire par ailleurs. C'est ce qu'on a mis derrière le mot cohérence. Et donc ces deux mots sont vraiment tout à fait spécifiques, en tout cas dans leur ampleur, chez le consommateur par rapport à des clients normaux. Et pour pouvoir se faire leur propre opinion par rapport à ce que fait l'entreprise, les consommateurs attendent aussi de la transparence. On l'a vu, ils ne font plus beaucoup confiance aux marques, et donc ils veulent pouvoir constater par eux-mêmes que l'entreprise est totalement transparente, ne leur cache rien, leur donne la capacité d'évaluer en quoi elle respecte les engagements qu'elle met en avant, qu'ils soient sociétaux ou pour l'environnement. Merci François. Donc, on a vu qu'effectivement, parce que les consommateurs étaient plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes et qu'ils s'investissaient davantage dans leur consommation, ils étaient plus exigeants également vis-à-vis des marques. Et pour la même raison, parce qu'ils s'investissent davantage, il existe des risques spécifiques à ne pas répondre à leurs attentes et à l'inverse, des opportunités à y répondre. Donc du côté des risques, évidemment, il y a tout ce qui est bad buzz, mauvaise publicité. Là, on a pris un exemple où une blogueuse a lancé un hashtag, donc plastique stupide, en invitant les personnes qui la suivaient à donc taguer, prendre des photos et les partager d'emballages complètement stupides. Donc là, comme par exemple une boîte en métal enveloppée dans du polystyrène et du plastique. Et ça a été quand même un succès puisque en une semaine, il y a eu plus de 8000 réponses. Ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'ensuite, elle a appelé à voter pour les gagnants, donc dans des catégories. Et là, en l'occurrence, c'était l'idée du siècle. Et donc, il y a eu tout un... Bon, battage médiatique, c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas, il y a eu vraiment de la communication autour de ça. Et au final, plus de 30 000 personnes ont voté. Là, on voit par exemple
le gagnant de la catégorie si seulement la nature avait tout prévu, donc un melon hein, qui est déjà plutôt a priori un peu emballé par nature, donc dans du carton et du plastique. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, puisqu'on a d'autres choses comme la cérémonie des pics d'or, qui donc, entre guillemets, récompense les pires dispositifs anti-SDF. On voit que c'est quand même assez viral, puisque là, il y avait l'humoriste Guillaume Meurice, dont la vidéo a été... il y a eu plus de 47 000 réactions, plus de 2000 partages et presque 5 millions de vues sur Facebook. Donc, on est quand même sur une vraie viralité. La pétition L'affaire du siècle, qui a recueilli plus de 2 millions de signatures, ou encore le prix Pinocchio, qui est une sorte de prix du greenwashing, qui a été remis à son vainqueur en plein salon de l'agriculture. Un autre risque, ça peut être le retrait d'un succès commercial. Là, on a l'exemple donc du format goutte d'eau d'Evian. Donc, c'est seulement 20 centilitres d'eau dans une petite bouteille. Ça fonctionnait très bien commercialement, mais suite à une pétition qui a recueilli plus de 155 000 signatures, la marque a dû retirer son produit. Du côté des opportunités, il y en a plusieurs. Alors là, on a pris le cas de Pool House. Donc c'est une entreprise qui s'est construite autour de son produit, donc l'œuf qui ne tue pas la poule, puisque à partir d'1 an et demi, les poules pondeuses ne sont plus assez productives et donc sont abattues. Et cette marque-ci se propose d'inclure dans son prix, en fait, de se donner les moyens d'assurer, entre guillemets, une retraite à ces poules et de ne pas les tuer au bout d'1 an et demi. Il y a d'autres choses comme le sexage in ovo des poussins, etc. Mais c'est la mesure principale. Résultat, donc 2 ans après son lancement, la marque a vendu quand même plus de 3 millions d'œufs qui ne tuent pas la poule. Et on voit qu'une des opportunités, ça peut être une sensibilité moindre au prix, puisque pour le cas des œufs bio, c'est pratiquement 1 € l'œuf tout de même. Donc on voit que ça peut être une véritable opportunité. Ça n'est pas tout, puisque la marque bénéficie également d'une viralité gratuite et d'un soutien par les clients. Elle propose en fait sur Twitter aux clients d'interpeller directement les enseignes pour leur demander de vendre ces produits, et ça fonctionne. Là, en l'occurrence, c'est une capture que j'avais prise peu avant l'événement précédent, et on voit qu'il y a régulièrement des messages de consommateurs donc, qui demandent aux enseignes de vendre les produits. Un dernier exemple, c'est celui de Keep It, qui est une nouvelle marque d'électroménager durable. Donc, ils sont vraiment axés autour de cette notion de durabilité, mais pas seulement. Voilà, c'est durable, recyclable, fabriqué dans des ateliers inclusifs en France, et donc une garantie constructeur 5 ans, pièces de rechange disponibles à vie, etc. Et donc, ça a été un énorme succès. La campagne de financement Ulule a été lancée en avril. Elle s'est terminée fin mai, là, très récemment. Et donc, elle a atteint plus de 2400% de son objectif, c'est-à-dire quand même plus de 245 000 €. Il y a eu énormément de partages. Les clients étaient très enthousiastes, l'ont partagé sur LinkedIn, sur Facebook. Et on peut parler également dans ce cas de moindre sensibilité au prix, puisque la première contribution qui incluait une bouilloire était tout de même au prix de 179 €. C'était bon. C'est moi qui ai joué. Voilà, pardon. Donc voilà, merci Lucie déjà pour toute cette explication sur les risques et les opportunités. Vous l'avez vu, ce n'est pas des éléments à minimiser. Le sujet nous paraît crucial pour la plupart des entreprises, d'autant que, comme on le disait dans l'introduction, il est probable que les consommateurs actuels renforcent encore leur comportement de consommation, donc soient à nouveau plus actifs, notamment dans leur communication, et plus exigeants également. Donc si vous pensez comme nous que la crise va encore renforcer le sujet, la question n'est pas est-ce qu'il faut répondre aux attentes des consommateurs, mais plutôt comment est-ce qu'on peut se mettre en action au sein de notre entreprise pour y répondre. Donc, par quel bout peut-on prendre ce sujet et en faire un véritable inducteur de transformation pour notre entreprise? Nous, chez Acemis, on a toujours la même phrase qui résume bien cet enjeu. On dit qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Donc, définir d'abord l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients et puis aligner en fonction de cette expérience l'ensemble de l'entreprise, donc l'organisation, les processus,
les parcours clients, les gestes métiers, le management, les indicateurs, etc., pour que l'entreprise délivre effectivement l'expérience client qu'on a décidé de leur faire vivre. Et donc, dans cette vue-là, c'est l'ambition client, qui tire la transformation de l'entreprise dans tous les registres. Et donc, pour que l'expérience client soit plus la conséquence, mais bien la cause de l'organisation. Et donc, on pense que c'est particulièrement vrai avec ces consommateurs, parce qu'au-delà des 5 attentes qu'on a présentées, ils exigent des marques la responsabilité et la cohérence, sans lesquelles, maintenant, ils n'entrent plus en contact avec les marques, voire ils essayent de les torpiller. Donc, définir une ambition nous paraît être un préalable, en se posant, par exemple, les questions sur qui sont nos consommateurs à nous, sont-ils plus ou moins engagés, comment est-ce qu'on peut les situer dans le cadran qu'on a proposé. On peut faire ce genre de travaux en mobilisant les différents personas, en analysant les données, en montant des focus group avec les clients pour essayer de mieux les comprendre. Comprendre enfin quelles sont leurs attentes spécifiques, quel a été l'impact de la crise et quel sera encore l'impact de la crise, parce qu'elle n'est pas finie loin de là, sur les attentes prévisibles de ces clients-là. Où est-ce qu'on en est en tant qu'entreprise en termes de responsabilité, de cohérence et de transparence? Est-ce qu'il reste des leviers ou des éléments dont pourraient se saisir les consommateurs pour nous décrier? Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses qu'on pourrait peut-être leur montrer, des choses qui sont déjà vertueuses par rapport à leurs attentes, qu'on pourrait leur montrer pour qu'ils nous aident à avancer également? Et puis alors, identifier les promesses qu'on pourrait leur adresser. Qu'est-ce qu'on peut faire à court, moyen, long terme pour faire en sorte de répondre à leurs attentes? Quelles réponses est-ce qu'on est prêt à construire, et est-ce qu'on est en mesure de tenir les différentes promesses qu'on pourrait leur adresser? Donc voilà, pour conclure ce webinaire, nous on pense que les méthodes de l'expérience client sont particulièrement bien adaptées à cette thématique, à cette dynamique, à cette tendance de fond du consommateur, pour autant qu'on y intègre les préoccupations, les attentes et les exigences nouvelles des consommateurs. Et donc, le point de départ est sans doute comment repenser l'ambition client, donc l'ensemble des promesses qu'on adresse à nos clients, pour y intégrer ces différentes attentes. Voilà, je vous remercie. Et n'hésitez pas à poser donc vos questions. On a un quart d'heure plus ou moins pour échanger sur le sujet. Et alors, comme c'est affiché là sur l'écran, vous verrez aussi qu'on a rédigé, Lucie et moi, toute une série d'articles sur les consommateurs et leurs attentes, qui vont beaucoup plus en détail que ce qu'on vous a présenté là aujourd'hui, malheureusement dans un format qui est quand même assez court. Mais plus d'une demi-heure dans un webinaire, ça devient difficile, d'autant plus là où ça fait 3 mois qu'on est tous dans des webinaires chaque semaine, donc à un moment, il fallait limiter le temps. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on va les prendre dans le fil de discussion et Catherine nous les transmettra et alors on s'efforcera d'y répondre. Merci. Merci François, bravo à Lucie et à toi pour ce contenu extrêmement intéressant et riche. Voilà, je vous propose à tous de rallumer vos micros, comme ça on peut procéder à un échange un petit peu plus libre et spontané. Il y avait une première question de monsieur Franck Mesdag qui nous demandait si finalement, parce qu'on a cité des statistiques qui sont relatives au comportement des Français, et il se demandait si ces comportements étaient suffisamment représentatifs du comportement de la population belge. Est-ce qu'il y a des similarités? Est-ce qu'on peut tirer des extrapolations? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors là, c'est difficile de répondre de manière certaine parce qu'on n'a pas collecté de chiffres sur la Belgique. Par contre, les travaux qu'on a pu mener chez ACMIS sont le résultat d'une équipe mixte où on a à la fois des Belges et des Français. Et donc, il y a une partie des analyses qu'on a pu faire qui sont tirées aussi de nos expériences personnelles et de nos connaissances du tissu économique local. Mais par contre, on n'a pas de chiffres. Donc, je ne pourrais pas vous dire dans quelle mesure les proportions ou l'ampleur des phénomènes est analogue ou pas. Mais par contre, que ça existe de la même façon, oui, mais dans quelle ampleur, c'est difficile à dire. Alors, chiffre par chiffre, effectivement, on n'a pas la réponse. En revanche,
il y a beaucoup d'études sur lesquelles on est tombé qui étaient au niveau, pas mondial, mais européen, et qui avaient des résultats, enfin, desquels on a tiré certains chiffres ou qui avaient des résultats semblables. D'accord. Merci bien pour cette précision. Y a-t-il d'autres questions immédiates? Vous serez aussi bien entendu toujours les bienvenus pour nous contacter chez ACMIS, que ce soit ici dans la foulée ou dans les jours, semaines qui viennent pour poser d'autres questions à François, à Lucie ou à toute l'équipe. Apparemment, voilà, pas d'autres questions immédiates. Mais mille merci à tous pour votre participation attentive et encore merci Lucie et François de toutes les informations riches que vous nous avez fournies ce soir. Grand merci à tous. Merci. Et bonne fin de journée. Merci beaucoup. À vous aussi.